Bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer ce webinaire sur la gestion du stress. Donc moi, je m'appelle Arthur Catani. Je développe avec mon équipe Goldmap des programmes de prévention santé en entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à distance, évidemment, Sébastien Dupont, qui est spécialiste de la gestion du stress et du sommeil, formateur et référent de la préparation mentale à l'armée de l'air. Donc avec Sébastien, on a pensé qu'il pourrait être utile en cette période de confinement de vous proposer ce webinaire sur le stress et la gestion du stress, parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress et que le confinement peut rendre les choses parfois plus difficiles pour certains. Donc Sébastien va vous donner des techniques pour y faire face au programme de ce webinaire qui va durer 45 minutes à peu près, un peu de théorie sur les mécanismes du stress, une partie pratique avec des exercices pour que vous puissiez pratiquer, et puis des questions-réponses avec un échange. Donc, si vous avez des questions, justement, vous pouvez les poser dans le module de chat, en bas à droite de votre écran. Donc, c'est possible sur mobile également. Sébastien, il répondra. Enregistrement vidéo cet après-midi, ainsi que quelques ressources utiles. Donc, je vous souhaite une très bonne conférence et je laisse la parole à Sébastien. C'est bon? Est-ce que du coup j'ai pu reprendre la main? Apparemment oui. Donc bonjour à toutes et tous. Alors effectivement je vous vois pas, c'est un format d'animation qui est un peu particulier. Le présentiel c'est toujours plus sympa, mais bon ça ira bien. Confinement oblige. Alors moi je suis ravi de vous accueillir. Donc effectivement j'ai un parcours un peu particulier puisque vous l'avez compris, je suis préparateur mental dans l'armée de l'air. En m'appuyant sur les techniques d'optimisation du potentiel. Vous en parlerez peut-être un petit peu plus tard et notamment en fin de conférence. On m'a posé il n'y a pas très longtemps la question de mais comment est-ce qu'on peut vivre la période de confinement parfois dans des appartements assez petits. Et moi, travaillant dans l'armée de l'air, je fais un parallèle assez simple avec les pilotes de chasse qui parfois ont des missions qui peuvent durer 5, 6, 7, 8 heures où ils peuvent pas bouger de leur cockpit. Il faut imaginer vraiment une espèce de coque en verre juste au-dessus d'eux, là, comme ça. C'est dans cette optique qu'il y a plus de 30 ans maintenant que les techniques d'optimisation du potentiel sont nées pour essayer de donner des outils aux militaires. Alors, j'ai parlé des pilotes de chasse, mais on peut parler des sous-mariniers. Je parle du confinement, mais évidemment, on pourrait élargir largement la thématique pour que tous les militaires aient des outils pour gérer les situations difficiles. Donc là, on est dans un contexte de crise en ce moment et le parallèle est assez simple à faire. Emmanuel Macron a dit qu'on était en guerre, c'est peut-être un peu la vérité. Il y a un jargon assez militaire qui ressort. Donc l'objectif, c'est vraiment voilà, la gestion du stress, des émotions, de la fatigue, du sommeil, des processus motivationnels également. Et l'intérêt, c'est de donner des outils aux militaires. Et donc maintenant, ça s'est élargi, démocratisé dans les entreprises, dans le coaching sportif, le milieu artistique et même l'éducation. Donc c'est un petit peu voilà là-dessus que je vais m'appuyer pour vous présenter les mécanismes du stress aujourd'hui. Et la question que je voudrais vous poser, malheureusement, je n'aurai pas vos réponses, mais je vais vous la poser quand même, c'est est-ce que tout le monde finalement sait ce que c'est que le stress? Le stress, en fait, c'est quelque chose il y a une vraie sacralisation en fait du stress et une vraie connotation négative, alors qu'en fait, je vais essayer de vous expliquer que heureusement qu'il est là. En ce moment, si vous vous posez la question de est-ce que vous êtes stressé, vous êtes peut-être stressé parce que vous êtes confiné depuis un moment pour certains d'entre vous, mais vous êtes plutôt dans une situation confortable chez vous. Et pourtant, moi, je vous le dis, vous êtes en situation de stress à partir du moment où vous utilisez la définition que je vais vous donner. En fait, le stress, c'est quoi? C'est l'ensemble des mécanismes, des réponses, en fait, physiologiques, cognitives ou émotionnelles que l'organisme met en place pour s'adapter à un événement. Donc, par exemple, en ce moment, vous êtes dans un état de stress par rapport à la lumière qui vous entoure. Je vous laisse imaginer que si on change l'intensité lumineuse de la pièce dans laquelle vous trouvez, vos pupilles s'adaptent. Donc, votre organisme est continuellement en processus d'adaptation, mais ça, c'est un cheminement qui est inconscient, évidemment, c'est physiologique, mais votre organisme, physiologiquement, s'adapte à l'environnement dans lequel il est installé. Par exemple, la température aussi. Si on augmente la température de la pièce dans laquelle vous êtes en ce moment, si on l'augmente, je sais pas, de 10, 20 degrés, vous allez vous mettre à transpirer.
La transpiration, c'est une réaction d'adaptation physiologique par rapport à un stimulus, et là qui est le stimulus température. Ça va être la même chose sur les stimulus émotionnels ou cognitifs, l'appréhension de l'environnement que je vais pouvoir me faire. Si par exemple j'ai un examen à passer, ou une prise de parole, mon organisme va se mettre en route de manière à obtenir un état d'adaptation pour gérer la situation. C'est donc un processus qui est complètement naturel, le stress. Le problème, c'est que y a des états de stress qui malheureusement ne sont pas adaptés. Donc là, je vous passe ce petit schéma. Finalement, on discerne 3 états de stress. Celui qui est au milieu, là, en bleu, on l'appelle stress adapté. C'est l'ensemble des réactions de votre organisme qui vont vous conduire à un état de stabilisation physiologique, mais aussi émotionnel, ou dans les processus cognitifs, votre système d'organisation de pensée, la mémoire, etc. Maintenant, alors très souvent, le stress, il y a une connotation négative quand on parle d'hyperstress. Ça va être l'hypertension, ça va être l'irritabilité, ça va être des choses comme ça, peut-être des maux de dos des fois par contraction musculaire. Ça, c'est un état d'hyperstress, évidemment, qui n'est pas du tout adapté à la situation, on peut le comprendre. On va parler de stress inadapté à partir du moment où ça induit de la contre-performance. On va voir aussi qu'il y a du stress qui peut être inadapté, mais plutôt au contraire dans hypostress. C'est-à-dire que l'hypostress, dans ce cas-là, ce sera des réactions au contraire de démotivation, d'abattement, de découragement. Alors on voit ça souvent chez nos ados. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ados qui nous écoutent, mais c'est j'en ai marre, je traîne les pieds. C'est clairement une réaction de mauvais stress. C'est qu'en fait on met pas assez d'intensité dans notre façon de répondre. Donc là, c'est une manière déjà un petit peu de percevoir le stress. Vous comprenez qu'on est perpétuellement en état de stress. Il y a un docteur qui s'appelle Soli Ben Sabat qui dit le stress, c'est la vie. Et effectivement, sans stimulation, pas de réponse. Donc, pas de réponse, pas d'adaptation. Si par exemple, on enlève les cosmonautes, on se retrouve dans l'espace, en orbite, ils sont en état d'apesanteur, en fait, ils flottent finalement. Il n'y a plus le stimulus attraction terrestre. Qu'est-ce qui se passe au niveau réaction métabolique? C'est que leurs muscles fondent. Et on les voit finalement quand ils reviennent sur Terre, il faut les porter, voir qu'ils restent alités pendant plusieurs semaines pour que leurs muscles finalement retrouvent un état de tonicité. Donc on voit bien que c'est nécessaire tout le temps d'être sous facteur de stress de façon à ce que notre organisme puisse s'adapter. Je vous ai parlé de l'adaptation physiologique, mais ça va être aussi l'adaptation mentale. Les enfants qui ne reçoivent aucune stimulation ou très peu de stimulation par les parents, que ce soit de l'amour, des jeux éducatifs, etc., sont des enfants qui, évidemment, se développent moins vite. On va voir aussi une autre définition. Là, ici, Steptoe qui parle d'une transaction homme-environnement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, notre organisme et notre cerveau est en perpétuelle adaptation par rapport aux stimulations qui nous entourent. Donc, en fait, il y a une espèce de relation comme ça qui s'installe tout le temps avec des réactions de notre part qui sont la plupart du temps inconscientes. On parle de processus inconscients à plus de 90%, c'est-à-dire qu'on va faire les choses par automatisme sans même s'en rendre compte. Ensemble des réponses de l'individu, un déséquilibre entre les exigences de la situation et ses capacités à faire face. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on reçoit un stimulus de stress, on va l'analyser. On va analyser la difficulté, la problématique finalement. Ça se fait évidemment en une fraction de seconde. On va l'analyser, on va analyser aussi nos capacités à y répondre. Si par exemple, on augmente la fameuse température de la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, si on l'augmente de 10 ou 20 degrés, mais que vous avez la possibilité d'ouvrir la fenêtre, c'est ce que vous allez faire. Vous allez donc avoir une réponse adaptée de stress. Je suis capable de faire face à la température qui m'entoure. Si par contre la fenêtre ne peut pas s'ouvrir, que vous n'avez pas de possibilité d'enlever vos vêtements, vous allez commencer à prendre conscience que finalement, vous ne pouvez pas faire face à la température. Et c'est là que ça va commencer à être problématique. Plus vous allez porter votre attention sur la température, plus vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas les capacités pour y répondre. Et c'est là que les réactions de stress deviennent problématiques. C'est comme ça qu'on va avoir, par exemple, des réactions de stress face à un examen. Les gens qui sont toujours sur deux, finalement, il n'y a pas de stress face à un examen. Attention, je vous ai dit qu'il y en avait toujours du stress. Il peut y avoir un stress adapté. Attention à ne pas tomber sur, évidemment, la surestimation de soi. Parce que sinon, il y aura un état d'hypostress. Et peut-être que les gens ne vont pas assez se préparer pour cet examen, etc. Donc là, je vais vous passer ce petit schéma qui résume un peu ce que je viens de vous dire.
On appelle ça c'est un modèle ce qu'on appelle d'évaluation cognitive. Je perçois un état, un stress, hein, donc ce qui est marqué en rouge ici, stresseur, et je vais l'évaluer. L'évaluer, mais sur un processus qui est complètement inconscient. Vous ne faites pas exprès, ça. C'est systématique. Vous êtes en train, en ce moment, sans faire attention, d'évaluer plein de choses autour de vous. Par exemple, comment est-ce que vous êtes installé? Si la chaise en dessous de vos fesses est un petit peu trop dure, vous avez encore la liberté de bouger. Il n'y a pas de stress. Vous pouvez donc vous adapter par rapport à cette stimulation. Si par contre, vous n'avez pas de possibilité de bouger, vous allez vous apercevoir assez vite que vous êtes mal installé. Et c'est là que les réactions de stress vont naître. Donc, deux réactions, enfin finalement deux réactions par rapport à l'évaluation de la menace. C'est d'un côté, je perçois que effectivement le stresseur peut représenter une menace. Je vais donc rentrer dans un processus d'évaluation de ma capacité à y faire face. S'il y a de l'incapacité, il va y avoir des réactions de stress qu'on va ressentir. Je vais vous les décrire juste après. Si par contre on pense qu'on est capable de faire face à ça, il va y avoir une notion de capacité qui va rentrer en jeu et la réaction de stress va être plutôt contrôlée. Évidemment, ce sera d'autant plus simple si mon évaluation du stresseur est plutôt favorable. C'est mon facteur vert ici qui est marqué pas de menace. J'avance. Donc là, ici, c'est pour vous montrer que finalement, tout n'est que perception. Quand on parle d'évaluation cognitive, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font de la PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous, par rapport à un modèle de représentation du monde, plusieurs interprétations différentes. Je vous avais ici une petite image un peu sympa qui explique à peu près ce que je suis en train de vous dire. Estimation de votre maison, bah, ça dépend qui l'estime. Et pourtant, on parle bien de la même maison. Mais des processus d'évaluation comme ça, pour ceux à qui ça parle pas trop, il y en a plein. Si vous allez voir, par exemple, un de vos amis dans une salle d'accouchement, parce que la maman vient d'accoucher et puis vous lui apportez des fleurs, vous passez à côté du berceau. Et là, le gamin, il est pas souvent très très beau, un peu fripé, etc. Je me souviens de Team Seed qui disait une morille, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qu'ils vous disent les parents quand ils vous présentent le gamin? Mais qu'est-ce qu'il est beau, mon gamin? Et vous savez très bien que dans leurs yeux, le gamin est très beau. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on a vraiment des perceptions, autant de perceptions du monde, mais aussi de qui on est, hein, de représentation complètement individuelle. On a autant de perceptions du monde et de qui on est qu'on est d'individus différents par rapport évidemment à nos processus éducatifs, nos relations sociales qui nous renvoient une image de nous-mêmes, etc. Donc c'est très important. Si vous faites par exemple de la gestion d'équipe, il faut vraiment que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous avez un modèle de perception d'un facteur de stress, par exemple, que tous vos coéquipiers, vos collaborateurs vont avoir la même. Votre modèle de perception n'est que le vôtre. Et ça, c'est très important à prendre en compte parce qu'il ne faut jamais mettre de côté les réactions de stress de quelqu'un. S'il en a, c'est qu'il y a une bonne raison pour lui. Donc, j'avance un petit peu. On va parler maintenant des conséquences, mais les conséquences, en général, vous les connaissez. Il y a d'abord des conséquences qui vont être physiologiques. Alors, les conséquences physiologiques, ça va être en général, en état de stress, une augmentation du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que l'organisme, le métabolisme, fait tout pour essayer de mettre en action le corps pour gérer le stress. Très souvent, ça va se manifester par de la contraction musculaire. S'il n'y avait pas de stress, par exemple, il y aurait beaucoup plus de difficultés à se mettre en activité. Donc, très souvent, mobilisation de l'organisme, cœur, respiration, et tout à l'heure, je vous expliquerai comment est-ce qu'on peut faire pour gérer un peu ça. Parce que des fois, c'est désagréable. Et souvent, l'altération de la respiration, comme on va le voir sur cette petite image après, hein, mais c'est simplement pour le mettre en image. D'ailleurs, elle n'est pas animée, bon, c'est pas grave. L'altération de la respiration, souvent, ça entraîne très souvent des pertes d'habileté de la parole. On va avoir des gens qui en examen, par exemple, oral ou en présentation ou en entretien, avec une voix un peu tremblante, etc. Donc ça joue sur la mobilisation de la respiration et les contractions des muscles qui entraînent la parole et les tremblements. On va en parler juste après. Donc, ces réactions-là qui permettent
la mise en action. On voit ici, face à un danger, je fuis, ou au contraire, très souvent, je combats. Ça va être l'un ou l'autre, mais je vais vous en parler juste après. Par rapport à face à un stimulus de danger, mon objectif, c'est de l'affronter, ce danger, ou au contraire, de m'en écarter. Donc, il faut bien qu'il y ait une mobilisation, c'est indispensable. Ça, c'est permis grâce à ça, à l'augmentation du métabolisme. Qui dit augmentation du métabolisme, rythme cardiaque et respiratoire, dit augmentation de la température corporelle, donc transpiration. Bon, je ne sais pas si Emmanuel Valls, là, sur cette photo, il était stressé, c'est pas la question, c'était simplement pour vous le mettre en image. Il va y avoir, je vous en ai parlé, les tremblements. Il peut y avoir aussi des maux de dos, contractions musculaires, normalement qui sont censées aider à fuir ou à combattre, à faire face au danger. Mais malheureusement, quand ces contractions musculaires sont trop prononcées, elles peuvent se matérialiser. Alors, dans les muscles du diaphragme, qui est notre muscle de l'inspiration, donc ce qui va expliquer parfois ces pertes d'habileté verbale, mais aussi dans certains muscles de la posture. Et très souvent, en état de stress, on va avoir des dorsalgies, cervicalgies ou lombalgies qui apparaissent. Moi, je suis moi-même, alors je vous l'ai pas dit, mais je suis prof de sport à l'origine dans l'armée de l'air. Très souvent, quand j'ai des gens qui viennent me voir avec des maux de dos, au-delà du facteur postural, la question que moi je dois me poser, c'est simplement, mais comment est-ce que va mon client? Comment est-ce que va mon patient? Comment est-ce que va mon sujet? Dans la tête, pas que dans le corps. On parle de processus de somatisation quand c'est comme ça. Alors, conséquences physiques aussi, il faut comprendre que la mise en action de l'organisme se joue sur un paramètre qu'on appelle un paramètre, c'est un paramètre neuronal. On appelle ça de l'activation du système sympathique. C'est l'activation du corps sur un plan neurologique. Le système sympathique, quand il se met en route, il provoque une chose, malheureusement, c'est on appelle ça la vasoconstriction des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins diminuent leur diamètre, y compris les vaisseaux sanguins qui montent à la tête. Les migraines récurrentes peuvent se régler parfois, je dis pas tout le temps évidemment, parce qu'il y a de la pathologie sous-jacente, ça arrive, mais les migraines récurrentes peuvent se gérer parfois par de la respiration relaxante, on va en faire un petit peu tout à l'heure, ou par de la relaxation physique. Donc, très souvent, stress égale, enfin très souvent, en tout cas parfois, des migraines ou des maux de tête. On parle aussi voilà, j'ai mis cette image-là, mais parfois de somatisation sur des problèmes cutanés. L'herpès, l'eczéma, etc. Alors, on pourrait aller bien plus loin pour que je vous explique les processus de stress physiologique, mais évidemment, on n'a pas tellement le temps pour vous expliquer ça. Mais vous savez qu'en complément de visite chez le dermato, si par exemple votre enfant commence à avoir des poussées d'eczéma ou d'herpès, il convient aussi, à mon avis, de voir comment ça se passe au niveau du mental. Alors, je vois qu'apparemment, il y en a pas mal qui n'ont pas de son. Bon, je laisse Arthur gérer ça. On parle aussi des conséquences psychocognitives. Les conséquences psychocognitives, c'est quoi? C'est l'altération de la mémoire, par exemple. On a tous, peut-être pas tous, j'espère parmi vous en tout cas, mais beaucoup ont connu le syndrome de la page blanche, où on a l'impression, face à un examen, d'arriver en connaissant son cours par cœur. Et il suffit qu'il y ait une seule question à laquelle on ne sait pas répondre, et finalement, on perd complètement le fil de nos pensées. Donc, en fait, le stress peut complètement... il stimule la mémoire, évidemment, surtout quand il y a un phénomène de motivation et qu'on est impliqué dans une tâche. Mais malheureusement, s'il y a un fort enjeu et on pense ne pas être capable d'y faire face, ça peut malheureusement conduire à des troubles de la mémoire et des pertes passagères. Alors, je ne vous dis pas qu'on oublie son prénom, évidemment, quoique. On a eu dans l'armée des cas de perte de mémoire assez flagrantes sur des scènes de combat où en fait, en sortie de scène de combat, par sidération, effet de sidération aussi, le militaire, pendant quelques instants, ne savait même plus où est-ce qu'il habitait. Et puis ça revient après, évidemment. Sauf quand on est en système, quand on rentre dans un système de syndrome post-traumatique, mais là, c'est vraiment du stress plus, et c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, organisation du système de pensée, ça peut être aussi facteur de prise de décision et de bonne prise de décision parce que je suis capable de prendre du recul sur les événements. Ça peut être aussi ce qu'on appelle l'effet tunnel. Plus on est sous facteur de stress,
plus on va avoir un process de traitement des informations qui va se raccourcir. Pourquoi? Parce qu'on va porter son attention sur ce qui nous semble le plus important et ce qui représente le plus de danger face à nous. Autrement dit, on va avoir tendance, sans faire exprès évidemment, c'est un processus qui est inconscient, mais à se couper de certains paramètres qui pourtant pourraient avoir leur importance, pardon. Très souvent, sous facteur de stress, quand vous faites une erreur, on vous met le nez dessus et vous n'avez pas de capacité de voir votre erreur. C'est un effet tunnel, ça. C'est-à-dire qu'il y a un très mauvais processus d'auto-évaluation qui se met en place. On va avoir aussi, ça arrive, de la distorsion temporelle. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir parlé pendant 5 minutes, alors qu'en fait, ça fait une demi-heure que vous êtes en train de parler, j'exagère un petit peu, ou alors l'inverse. Vous savez très bien que le temps, c'est qu'un système de perception, hein. Il n'y a que l'heure qui passe qui nous donne le marqueur temporel exact, mais quand vous êtes coincé dans les bouchons pour partir en vacances, 1 heure de bouchon vous en paraissent 3, et 1 semaine de vacances, une fois sur place, vous paraissent une seule journée. On a des exemples assez rigolos, parce qu'on parle en termes de stress positif chez les sportifs, on parle du flow. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet état un peu particulier. Alors, pour ceux qui connaissent un peu ces termes-là, on appelle ça des processus de dissociation, mais on parle de distorsion temporelle chez les sportifs, où par exemple le panier au buzzer du basketteur, vous savez, quand le ballon quitte la main du basketteur et que le panneau de marque affiche 0, c'est-à-dire que le temps est fini, et là en fait il y a le ballon au ralenti qui s'avance vers le cerceau. Le basketteur, quand il va raconter la scène plus tard, il va dire qu'il a l'impression de voir tous les spectateurs dans les gradins qui se lèvent d'un coup, etc. On a également, nous, dans l'armée de l'air, ces processus de distorsion temporelle au moment, par exemple, de l'éjection en vol. C'est vraiment l'acte ultime chez les pilotes de chasse qui leur permettent de se sauver la vie, mais avec malheureusement des fois de très lourdes conséquences neurodégénératives et physiologiques, métaboliques. Et des fois, au moment de l'éjection, on peut avoir un effet de distorsion temporelle comme ça, où le pilote peut nous dire qu'au moment où il tirait sur la poignée, en fait, il avait l'impression de voir tous les cadrans qui clignotaient au ralenti, etc. Donc, c'est assez surprenant. Alors là, normalement, il y avait un petit film, donc il part pas, mais c'est pas un problème. C'était la perte d'habileté verbale. C'est dommage, on aurait un peu ri ensemble si le film était parti. Ça va être donc le système d'organisation des pensées, je vous l'ai dit, d'organisation au travail, de capacité à prise de prendre du recul sur la somme de travail qui nous est imposée. On est encore sur un phénomène de perception. Sur un plan comportemental, maintenant, je vous l'ai dit, il va y avoir 2 réactions majeures qui vont nous permettre de faire face au danger. C'est finalement soit la fuite. Le meilleur moyen de faire face à un danger, c'est de le fuir. Il y a quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Henri Laborie, qui écrit des bouquins que je vous conseille, notamment un qui s'appelle L'éloge de la fuite, qui pour lui dit que le meilleur moyen de gérer un danger, dans tous les cas un stress, c'est tout simplement de l'éviter. C'est le meilleur moyen parce que c'est celui qui finalement a les conséquences les moins désastreuses, mais sauf que certains pourraient me dire oui, mais c'est reculer pour mieux sauter, ce qui est vrai. Des fois, on a des systèmes de fuite comportementales qui sont complètement inconscientes. On va avoir des étudiants, par exemple, avec un examen demain, plutôt que de réviser, ils vont choisir d'aller s'en coller une bien bonne la veille et au soir avec des copains. C'est pas seulement pour prendre du bon temps. C'est clairement, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais c'est clairement pour essayer, au contraire, de ne pas faire face au problème. Donc, c'est un processus de fuite qui est comportemental, mais aussi, du coup, un processus de fuite cognitive. On va voir aussi des fois des actes manqués comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous programmez toujours votre réveil sans aucun problème. Vous oubliez jamais de le mettre. Et puis, sauf que demain, vous avez un entretien très important à 9 heures du matin, par exemple, avec donc un réveil qu'il va falloir changer, hein, 1 heure de réveil qu'il faut déprogrammer. Mais cet entretien vous stresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et comme par hasard, ce soir-là, vous allez oublier de mettre votre réveil. Du hasard? Peut-être, mais c'est pas sûr. Donc, on en a parlé, on va avoir aussi des processus des conséquences comportementales qui peuvent se traduire par de la fuite, mais aussi par de la lutte. C'est-à-dire faire face au danger. Rentrer en confrontation, pas forcément, hein. C'est simplement, je prends le problème à bras-le-corps. Alors, malheureusement, ça peut se traduire aussi des fois par de l'agressivité, par une prise de position excessive. Système de fuite, alors c'est pareil, la vidéo part pas, mais très souvent, c'est de la réaction d'hyperactivité.
pardon, le système de lutte. Hein. Et ensuite, il va y en avoir une troisième dont on ne parle pas assez, c'est finalement le fait de se soumettre à un processus de stress. Donc là, il ne s'agit plus ni de l'éviter, ni d'y faire face, parce que ça, finalement, c'est de la mise en action. Quand on est dans l'inhibition, on est au contraire dans une soumission. Et les scientifiques le disent. Alors, pour ceux qui connaissent, on a des hormones du stress. Hein. L'hormone de mise en action, c'est l'adrénaline. C'est cette hormone-là qui permet au système sympathique, donc la mise en activité du corps, l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation du système respiratoire, de façon à apporter plus de sang oxygéné et de nutriments vers les muscles pour fuir ou lutter, ou vers le cerveau pour essayer de penser un peu mieux. Alors des fois, ça marche pas malheureusement, parce que quand il y a trop de stress, bah, du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le stress devient inadapté. Quand le stress perdure, on ne peut pas rester sous facteur d'activité comme ça trop longtemps. Donc, le corps va se mettre dans une deuxième posture. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça le système de résistance. Et on va fabriquer une autre hormone qui s'appelle le cortisol, qui nous permet de durer face au stress comme ça. Le cortisol, c'est le vrai marqueur du stress. Et très souvent, c'est une hormone qui peut induire des états dépressifs. L'inhibition en est une. L'inhibition, c'est le fait de se soumettre au stress pendant des états prolongés, comme ça. Alors oui, je vois, on va répondre à ces questions-là qui sont très intéressantes tout à l'heure. On garde cette question-là qui est importante là sur le choix de réponse stress, fuite, lutte, inhibition. Oui, moi, je vais y répondre tout à l'heure si vous me le permettez. Elle est très importante. Alors en termes de gestion du stress maintenant, parce que finalement c'est un peu ça qu'on se pose comme question. Vous avez compris que on est face à une situation de stress. On peut avoir plusieurs possibilités de gérer le stress. Déjà, la première chose, c'est que si on est face à un stress, l'objectif, ça va être d'enlever le stresseur. Si mon stylo ici est au bord de la table et qu'il me perturbe parce qu'il est en équilibre, etc., bah, il suffit simplement que je l'enlève. C'est assez simple. Mais c'est pas toujours possible, malheureusement, parce qu'on n'a pas toujours possibilité d'agir sur le stresseur. Donc, si on n'a pas possibilité d'agir sur le stresseur, c'est-à-dire ça peut être dans une relation interpersonnelle aussi, hein, ça peut être simplement lui demander de changer de comportement. Pour ceux qui maîtrisent la communication non violente, c'est ce que je vous conseillerais de faire, évidemment, c'est agir directement sur le stresseur. Mais des fois, c'est pas possible. Donc, du coup, on va avoir comme autre possibilité d'agir sur nous-mêmes. Donc, de se mettre nous-mêmes en action, si on n'a pas de possibilité d'agir directement sur le paramètre stressant. Donc, évidemment, si on ne peut pas l'enlever, on va s'en soustraire nous-mêmes. Alors, bien sûr, c'est évidemment pas possible non plus. Donc, autre possibilité, je vous ai dit tout à l'heure que le stress était résulté d'un phénomène de perception. Et forcément, comme toute perception, l'objectif, ça va être de changer. C'est que la perception peut changer. Donc, du coup, on peut jouer un peu là-dessus. Ça me fait penser à l'allégorie de la caverne de Platon. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est une superbe métaphore. Platon dit que donne cette image de personnes qui sont enchaînées face au fond d'une caverne, face au mur du fond de la caverne, avec donc la source de lumière qui leur vient derrière. Et tout ce qu'ils voient finalement, les gens, c'est leur reflet d'eux-mêmes ou de ce qui se passe en fait dans leur dos, mais qui se reflète sur le mur. Donc en fait, ils n'ont que cette perception-là du monde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire, c'est un système de perception. À un moment donné, il serait agréable, ou plutôt profitable, de simplement se retourner pour voir ce qui se passe sous un autre angle. Quand vous êtes en conflit, alors j'ai marqué ici point de vue, hein, c'est un peu ça. Quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, par exemple, vous observerez que quand il y a un conflit de valeurs ou de croyances qui est très profondément ancré, c'est très difficile d'écouter ce que dit l'autre. Parce que finalement, il n'y a toujours qu'un jugement. Le jugement, c'est quoi? C'est oui, j'entends ce qu'il dit, mais par contre, il n'a pas raison parce que moi, je pense le contraire. En PNL, il y a un jeu qui existe qu'on appelle, c'est des jeux de perception finalement. On appelle ça de la position perceptuelle. Il y a un jeu qui existe, qui est un processus de dissociation. C'est pendant que je suis en conflit avec quelqu'un, à un moment donné, je vais choisir d'imaginer que je suis une tierce personne. On est tous les deux face à face, ici, et moi, je vais choisir de me positionner entre les deux. Il ne s'agit pas de me mettre forcément à sa place, parce que ça, c'est trop difficile à faire des fois, surtout quand les conflits de valeurs ou de croyances sont trop marqués. Mais l'objectif, c'est simplement d'écouter la conversation de l'extérieur. Donc, d'écouter ce qu'il me dit, mais en m'extrayant de mes propres processus
de valeurs et de croyances, mais aussi d'écouter ce que je suis en train de dire. Et parfois, bah, je me rends compte que je comprends pourquoi la personne en face de moi n'est pas prête à m'écouter. Parce que je m'exprime mal, parce que j'ai l'air trop agressif, parce que j'ai l'air trop sûr de moi, parce que je fais semblant de l'écouter, mais que finalement, ça se voit que je l'écoute pas vraiment. Donc, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. C'est un jeu mental. Hein. C'est imaginer que vous êtes assis l'un face à l'autre sur deux chaises comme ça, face à face. Imaginez maintenant qu'il y a une troisième chaise qui soit entre les deux. Asseyez-vous sur la troisième chaise pour voir l'effet que ça fait. En termes de préparation mentale, j'en ai parlé ici, en technique d'optimisation du potentiel, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des bases de ce qu'on appelle de futurisation. C'est que l'objectif, c'est de se projeter sur un élément, mais sur un objectif, mais qui peut être atteint. Mais surtout, le truc, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il peut être atteint? De quoi est-ce que je suis responsable pour construire la réussite de mon objectif et de mon projet? Et là, on est dans la gestion du stress parce que finalement, quand est-ce qu'on prend vraiment du temps pour faire le point sur ce dont on est vraiment capable? Quand est-ce qu'on prend vraiment du temps pour s'extraire de nos croyances primaires de je suis nul, je suis pas assez bon pour faire ceci ou cela? Finalement, si je prends du temps, je peux m'apercevoir que ma vie a été une succession de réussites, pas qu'une succession d'échecs. Il y a eu plein de réussites dans ma vie. L'idée, c'est de les lister et de savoir comment je m'y suis pris pour pouvoir reproduire ces schémas-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire un point en préparation mentale. Il y a une espèce de triptyque. Hein. C'est quel comportement je dois avoir, quelle action je dois mener, quelle pensée je dois avoir et quelle émotion je dois avoir pour réussir. On parle aussi de maîtrise technique en préparation mentale. Un tennisman, c'est évident que s'il sait à l'avance qu'il va perdre face à un adversaire avant de rentrer sur le court, il mettra pas tous les process de réussite en jeu. C'est pas possible. Si par contre, il rentre sur le court en se disant je vais faire de mon mieux, et comment est-ce que je peux faire pour faire de mon mieux? Peut-être pas pour gagner ce match-là, mais dans tous les cas, pour vraiment lui poser problème et me donner des chances. Si on rentre sur le court avec ce concept-là, là, c'est plus du tout la même chose. Si je suis sur une ligne de départ du marathon en m'étant entraîné pour faire 3 heures au marathon, et que dans ma tête, je me dis, ça va vraiment être dur, je vais vraiment galérer pendant 42 kilomètres, mais je crois pas que je vais pouvoir faire mes 3 heures. Bah, effectivement, pendant la course, je vais pas mettre en place tous mes process de réussite pour faire 3 heures. Et je vais faire une contre-perf. Alors que si je sais pertinemment comment est-ce que je peux faire pour faire mes 3 heures, si je sais que ça risque d'être difficile, mais que j'ai les capacités à faire face aux difficultés, effectivement, là, il y a plus de chances qu'on se rapproche des 3 heures, voire qu'on les atteigne. On parle aussi en gestion du stress, du contrôle des conséquences de stress. Je vous ai dit qu'il y avait des conséquences physiologiques et heureusement, on peut les contrôler. Si on est dans des réactions d'hypostress, c'est-à-dire de sous-activité, de manque de mise sous tension de mes réactions corporelles, bah, il suffira de passer par de la dynamisation. Alors, l'objectif, c'est évidemment de ne pas vous faire vivre plein de séances aujourd'hui, mais au moins de vous dire que ça existe. Donc, la dynamisation, ça peut être de la dynamisation physique, ça peut être aussi de la dynamisation psychologique. Simplement, prendre les choses avec entrain, mais il y a des techniques pour ça. Hein. Ça va être aussi mobilisation de la respiration et rentrer dans des respirations. On va en faire dans quelques minutes là. Hein. Je vais vous proposer une petite séance si vous le voulez. Dans tous les cas, vous ne serez pas obligé. Elle durera 3, 4, 5 minutes, histoire que vous touchiez du doigt un petit peu ce qu'on peut faire en très peu de temps. Donc, le système de respiration qui permet de mobiliser le diaphragme, par exemple, et les abdominaux, de façon à utiliser les réflexes neurologiques inverses au système sympathique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on appelle ça le système parasympathique. C'est au contraire faire baisser la mise sous tension du corps. On obtient du coup un effet de relâchement qui est beaucoup plus facile. Et dans ce cas-là, il est facile de faire de la relaxation. La relaxation qui aura pour objectif de diminuer les tensions musculaires qui sont dues au stress. On va toucher ça du doigt tout à l'heure. Et après, je vous ai marqué recevoir un appui social. C'est évidemment une stratégie dans la gestion du stress. Évidemment qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour ça, mais sans aller jusque-là, simplement des amis, simplement la prise de parole avec de la famille, avec des gens, communiquer. C'est hyper important de façon à se soulager de certaines émotions. Alors, des fois, des questions sont posées. Est-ce que c'est les émotions qui donnent un stress ou est-ce que c'est le stress qui donne des émotions? C'est difficile à dire. Hein, le circuit est très court, mais a priori, moi, je suis plutôt partisan pour dire que c'est le stress qui donne des émotions, a priori.
Et par un système d'alimentation comme ça, maintenant que je ressens par exemple que je suis en colère, ben, la colère s'auto-alimente. Il y a un livre que je vais vous conseiller qui est absolument génial de Daniel Goleman qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, qui traite un petit peu de ces états-là. Souvent, les émotions s'auto-alimentent finalement. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour là-dessus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est avant de passer aux questions, bah, c'est qu'on se prenne peut-être 3, 4, 5 minutes, histoire de voir un peu ce qu'il est possible de mettre en place très rapidement quand on est dans une situation un peu stressante comme ça. Je vais pas faire ça très long, sachant qu'en fait Arthur vous dans le mail qui vous adressera cet après-midi, il va vous transmettre un lien vers une séance audio un petit peu plus longue que je vous ai faite. Et du coup, ben, vous pourrez mettre vos écouteurs, par exemple ce soir ou à n'importe quel moment. Alors la séance, je crois qu'elle dure à peu près un quart d'heure à peu près, de façon à ce que vous ayez un petit outil avec vous. Je rappelle que moi, je suis un pratiquant de techniques d'optimisation du potentiel. Je fais aussi de l'hypnose et de la PNL, c'est vrai, mais ce que je vais vous proposer, c'est des top techniques d'optimisation du potentiel. La grosse particularité, c'est que les outils sont très simples. Pourquoi ils sont simples? C'est parce qu'en fait, ils sont facilement transmissibles. Et donc, du coup, on est vraiment dans une relation pédagogique avec les gens avec qui je... Donc, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de couper pendant 3-4 minutes, 5 minutes, même s'il y a du bruit autour de vous, c'est pas tellement un problème parce que la séance va pas durer très longtemps. Vous avez bien compris que l'objectif, c'est vraiment de rapidement voir ce qu'on peut mettre en place pour gérer un stress. Ce que je vais vous proposer, c'est gestion du stress physique quasiment instantanée. Et très souvent, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, souvent, ce qui se passe, c'est quand je suis stressé, j'ai des pensées qui tournent en boucle. Et les pensées, elles tournent sous forme de dialogue interne. Le dialogue interne, vous savez, c'est ces phrases qu'on se passe dans la tête continuellement et qui fait que on se répète des choses pas toujours agréables d'ailleurs. Je vais vous proposer un exercice très simple en 3, 4, 5 minutes possible à mettre en place pour essayer de voir si c'est possible pour vous de couper ce mécanisme de dialogue interne. Alors pour ça, ce que je vais vous demander, c'est installez-vous. Alors je ne vous vois pas les retours, hein, donc ceux qui ne veulent pas faire, vous ne faites pas, il n'y a pas de problème. Mais prenez un peu de temps pour vous, là, pour vous dire simplement, OK, je teste. Petite expérience, petit jeu en fait. Prenez ça comme du jeu. Installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, par exemple, posez le dos sur le dossier de la chaise, comme je suis en train de le faire. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous souhaitez, dans ces cas-là, fixer un point sur l'écran. Vous pouvez continuer à me regarder parler si vous voulez. Mais sinon, pour que ce soit un peu plus agréable, prenez une grande inspiration. Et regardez ce qui se passe quand je descends la main comme ça. Sur l'expiration, laissez les yeux se fermer. Et je vais vous inviter à prendre conscience tout de suite de la façon dont votre mâchoire est positionnée. Et je vais vous inviter à décontracter les muscles de la mâchoire. Laissez les dents se desserrer. Je vais vous proposer un deuxième étage maintenant de relaxation musculaire. Je vais vous inviter à laisser les épaules retomber vers le sol de tout leur poids. Troisième étage, je vais vous demander de faire en sorte maintenant que vos abdominaux soient très très souples et élastiques. Et progressivement, rentrez dans une respiration abdominale en faisant en sorte que le nombril bouge de façon très libre et très autonome pendant que vous respirez. Et pendant que vous respirez, naturellement, simplement avec ces abdominaux élastiques, cette mâchoire décontractée et ces épaules relâchées, je vais vous inviter à prendre conscience de l'air qui circule à la base de votre nez. Un air agréablement frais, plus frais qu'ailleurs. Avec un tout petit peu de créativité, je vais vous inviter à donner une couleur à cet air frais. Et sur une grande inspiration, très agréable, à inspirer la couleur et l'odeur de l'air frais. De façon à ce qu'à l'inspiration, l'odeur et la couleur de l'air frais se déposent à l'intérieur du nez. Sur une prochaine grande inspiration, je vais vous inviter à amener cette couleur, cette odeur d'air frais, jusque dans la gorge.
et ressentez ce que ça fait. Prochaine grande inspiration, calme, tranquille, profonde. Je vais vous inviter à inspirer cette couleur et cette odeur d'air frais jusque dans la poitrine, jusque dans les poumons. Et prenez conscience des côtes qui s'écartent et qui se resserrent naturellement à chaque fois que vous ramenez de l'air frais dans les poumons. Ressentez simplement maintenant qu'à l'expiration, c'est un air réchauffé que vous replacez dans la pièce autour de vous. Je vous laisse quelques instants, quelques secondes pour vous laisser bercer par ces échanges de température entre air frais inspiré et air réchauffé à l'expiration. Et je vous propose maintenant de poser du calme sur le sommet de votre crâne. Laissez le cuir chevelu se décontracter. Du sommet du crâne jusqu'à la racine des cheveux, le cuir chevelu se relâche, se détend. Le front, à son tour, se relâche et se détend. Les rides d'expression s'effacent. Calmement, progressivement. Laissez les sourcils se décontracter à leur tour, la région entre les yeux, et posez du calme sur les tempes. Les joues deviennent de plus en plus souples et élastiques, décontractées. Tout votre visage, à l'extérieur, tout le visage qui se voit, qui se regarde, qui s'observe, est relâché, se détend de plus en plus. Mais il se détend aussi à l'intérieur des joues se relâche. Et je vais vous proposer ce petit jeu-là, ce petit test. Relâchez complètement les muscles de la langue. Vous savez, ce sont les muscles de la parole. Je vais vous demander de déconnecter, éteindre les muscles de la langue de façon à ce que la langue se pose naturellement, peut-être contre le palais, peut-être juste derrière les dents. Laissez-la se déconnecter du reste du corps. Et je vais vous inviter à tester ce petit jeu. Plus vous portez votre attention sur le relâchement de votre langue, plus vous vous apercevez qu'il devient compliqué, difficile de construire des phrases dans votre tête. Essayez ce petit jeu-là. Plus vous relâchez la langue, plus vous déconnectez les muscles de la parole, plus vous les éteignez, plus il devient difficile de construire des phrases dans sa tête. Je vous laisse quelques instants pour vous approprier ces sensations-là. Peut-être que certains parmi vous n'obtiennent pas de résultats. C'est pas grave, il y a plein d'autres moyens, évidemment. Je vous laisse quelques instants pour tester, peaufiner cette technique-là. Pendant que, simplement, le reste du corps continue à se relâcher, à récupérer, à se reposer. Peut-être que le poids de votre corps a changé par rapport à tout à l'heure. Peut-être qu'il y a certaines zones de chaleur qui sont à des mains. Et on va simplement pouvoir tranquillement envisager la fin de cette toute petite séance. Je vais vous inviter à reprendre conscience de votre respiration, à la remettre un peu en route, en marche, une respiration plus fraîche et dynamique. Bougez un peu, frottez-vous le visage si vous voulez, vous pouvez vous frotter les mains comme ça, bougez un peu les épaules. Et j'en ai fini. Donc du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses. J'espère que juste cette petite parenthèse vous aura convenu.
Donc quelques petits outils, hein. Je vais juste vous faire un petit état récap. On a fait un petit peu de travail de respiration au début, mais je vous ai proposé quelque chose de très très flash au début. Moi, il me sert beaucoup à titre personnel. C'est relâchement de la mâchoire. À chaque fois que je ressens une contrariété, vous savez, on a souvent la mâchoire qui se contracte. À chaque fois que, souvent en plus, vous savez, il y a de la colère qui monte, elle se matérialise ici. Si on a envie de le gérer, simplement, pouf, je laisse les dents se relâcher, je mets du poids dans mes épaules et je me concentre sur une respiration souple et élastique autour de mon ventre. 3 étages respiratoires, mais c'est très simple. Ça prend 5 secondes à mettre ça en place. Ensuite, on peut aller plus loin sur de la pratique respiratoire. Je vous ai proposé un petit jeu de respiration, notamment sur de la focalisation de l'attention sur l'air inspiré frais, avec couleur, avec odeur. Bon, on peut jouer sur plein de choses, hein. Voilà. Et puis ensuite, on est parti sur une petite relaxation musculaire des muscles du visage et ce petit jeu de coupure du dialogue interne. Alors évidemment, derrière un écran, c'est peut-être moins facile. Je vois absolument pas comment vous avez réagi à tout ça. Mais voilà, c'était ce que je pouvais vous proposer en format très court comme ça. Très très intéressant à mettre en place pour trouver le sommeil, hein, le soir. Souvent, le stress induit un sommeil de mauvaise qualité. Alors c'est pareil là-dessus aussi, les scientifiques ils se battent un peu. On ne sait pas trop si c'est le stress qui perturbe le sommeil ou si finalement c'est le manque de sommeil qui donne du stress. Très honnêtement, bon, moi je suis plutôt un spécialiste, je suis aussi un spécialiste sommeil. On a tendance maintenant à penser que c'est hyper important d'obtenir un sommeil de qualité parce que finalement, ça permet de réalimenter les systèmes cognitifs qui permettent de gérer le stress parce qu'on a plus d'énergie pour le faire. Bref, je ne vais pas vous faire de cours de neurosciences maintenant, mais voilà ce que je pouvais vous proposer un petit peu de façon très rapide. Et si maintenant il y a des questions, on va se garder tout le temps qu'il faut pour y répondre. J'ai vu qu'il y en avait une qui était très intéressante tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si Arthur, du coup, tu peux nous faire revenir. Alors, merci Sébastien pour cette super séance. Donc, il y avait une question de Caroline, je crois, sur le choix de réponse au stress. Donc, tu as parlé de fuite, de lutte ou d'inhibition. Est-ce que c'est inné, est-ce que c'est génétiquement programmé ou est-ce que en fait, c'est en fonction de la situation? Est-ce qu'on peut apprendre à adapter son choix de réponse au stress? C'est vraiment une excellente question. Il faut savoir que les mécanismes de réponse au stress qui sont fuite et lutte, ce sont des mécanismes qui sont complètement primaires. C'est-à-dire que tous les animaux l'ont, hein, depuis la nuit des temps. Et ce sont des mécanismes qui sont vraiment inclus dans un système très très profond de notre cerveau qu'on appelle c'est le cortex, enfin le cerveau reptilien, mais ça n'a pas tellement d'importance de donner des noms à ça, surtout que les scientifiques se battent là-dessus. C'est vraiment les réponses primaires. La réponse d'inhibition, c'est un peu différent. La réponse d'inhibition, elle apparaît par apprentissage de l'échec de la non possibilité de l'échec des 2 réponses précédentes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais rentrer en inhibition si je m'aperçois de façon inconsciente. Hein, en fait, je m'en aperçois pas finalement. Mais l'inhibition va se mettre en place quand je n'ai pas de possibilité de fuir et que je n'ai pas de possibilité de lutter. Alors, je vais faire une analogie. Alors, je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi vous, ils vont peut-être me taper dessus à la fin mais tant pis, je m'hasarde un peu là-dessus parce que c'est une réflexion très personnelle que je me suis faite. Parce que ça, par contre, on sait, c'est neurologique ce que je viens de vous dire. Mais ce qu'on peut se dire, c'est que la réponse d'inhibition, elle peut donc avoir lieu sur l'apprentissage d'un contexte difficile. C'est-à-dire qu'en fait, là, il ne s'agit pas d'une réponse instinctive, mais d'une réponse qui est apprise. Si, par exemple, on observe un adulte qui peut avoir peur de tout, qui est stressé partout, c'est peut-être parce qu'il a été conditionné à ça. Et quand je parle de stress, c'est de le subir. Donc, on a cette espèce de conditionnement comme ça. L'inhibition, c'est ça. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'on a possibilité de gérer ces 3 états-là. Souvent, la gestion de l'inhibition va passer par un processus de dynamisation, alors que la fuite et la lutte, c'est plutôt par des processus plutôt de relaxation, comme on vient de le faire. Le problème, c'est qu'il faut avoir les capacités de faire fonctionner neurologiquement le cerveau qui permet de contrôler le cerveau reptilien. Et pour ça, il faut qu'il ait beaucoup d'énergie disponible. On appelle ça le néocortex. C'est le cortex préfrontal qui permet ça. Par exemple, quand vous êtes vraiment en fort conflit avec quelqu'un, plus vous êtes fatigué, moins vous avez de capacité d'alimenter le cortex préfrontal, plus il devient difficile de gérer la colère qu'on a contre quelqu'un. Plus on est fatigué, vous l'avez remarqué, plus les larmes viennent vite, plus les tensions viennent vite. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de capacité à gérer les états de stress et donc à gérer les états de fuite, lutte et inhibition.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que les scientifiques se posaient la question sur qu'est-ce qu'il vaut mieux contrôler avant, le stress ou le sommeil. Eh bien, il vaut mieux bien dormir déjà. Pourquoi? Parce que la journée, dans ces cas-là, je vais avoir beaucoup d'énergie disponible à amener au cortex préfrontal qui va gérer mes états de stress. Donc, les premières réponses qui viennent, c'est fuite, lutte, inhibition aussi, mais un petit peu plus tard. Et plus je vais être plus je vais être en forme, finalement, plus je vais être en capacité de gérer ça. Gérer une position perceptuelle face au stress, c'est très compliqué si je suis fatigué. Voilà. Moi, ce que je pouvais vous dire. Sébastien, il y avait une autre question sur ça rebondissait sur ce que tu disais en intro sur les impacts physiques du stress sur Oui. le corps humain. Il y a Louise qui disait qu'elle avait souvent mal au dos en Oui. période de stress aigu. Oui. Alors, Oui. qu'est-ce qu'elle peut faire et comment elle peut répondre à cet impact négatif sur sa santé physique? Ouais. C'est très certainement dû à une contraction musculaire involontaire qui est imperceptible parce que inconsciente et qui induit un changement de posture. Hein, là, on est vraiment sur des processus qui sont limite, ça devient de la kinésithérapie finalement. Là, ce qu'on a fait tout à l'heure en 5 minutes, si vous le faites plusieurs fois par jour, ça va permettre de réguler ça, vos états émotionnels. Et donc, si vous régulez vos états émotionnels, ça permet de diminuer les charges qui pèsent sur les muscles. Il y a des exercices qui sont assez simples. Alors, on est contre, mais les exercices de cohérence cardiaque sont assez simples à mettre en place parce qu'on trouve des tutoriels un peu de partout. Il y a des applications qui permettent ça. Alors, il y a notamment un exercice qui s'appelle la méthode 365. Vous pouvez la noter si vous voulez. La méthode 365, c'est de se dire que 3 fois par jour, mon 3, il est là, je vais pendant 5 minutes, mon 5, il est là, je vais pratiquer 6 cycles de respiration par minute. Autrement dit, je vais inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Donc, ça veut dire que je vais respirer toutes les 10 secondes. Donc, vous avez compris que ça va faire 6 cycles par minute pendant 5 minutes et ça 3 fois par jour. Hein, donc, ça, c'est un exercice de cohérence cardiaque qui est assez simple à mettre en place et qui, a priori, permet de réguler les états émotionnels comme ça et qui permettrait assez rapidement de faire chuter, diminuer les tensions présentes dans le dos qui sont dues par une suractivité musculaire qui est inconsciente. Voilà. Ok, super. On avait une question sur les effets du stress à long terme, à très long terme. Un stress qui est présent pendant des années. En quoi ça peut être mauvais pour notre santé physique et mentale? Alors, on va distinguer 2 choses. On va distinguer le stress aigu. C'était d'ailleurs la question juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une réponse à un facteur de stress qui est clairement identifié et qui n'est pas marqué dans le temps. La réponse de stress peut être très puissante, hein, attention, hein, c'est-à-dire qu'en stress aigu, je peux avoir rapidement les cheveux qui blanchissent, un hyper vieillissement, je peux tomber malade ou etc. Maintenant, on va avoir le stress chronique. Le stress chronique, c'est une accumulation de facteurs de stress qui va perdurer dans le temps comme ça. Alors moi, j'ai de la chance, j'habite un peu à la campagne, je suis à côté de La Rochelle, je suis à 30 km de La Rochelle. Les Parisiens, vous connaissez bien ça, hein, les facteurs de stress chroniques, parce que vous êtes soumis à plein de facteurs de stress comme ça. On peut leur donner des points. Hein. C'est simplement, ça va être des difficultés relationnelles au travail, plus la gestion du timing quotidien avec les transports, etc., plus la maladie d'un proche, plus mes enfants qui travaillent pas bien à l'école, plus des difficultés relationnelles avec mon conjoint. Et tout ça, ça peut, comme ça, c'est des marqueurs, finalement, c'est des points qui vont s'accumuler. Et on ne sait pas dire, finalement, au bout de combien de temps, le corps n'est plus capable de supporter ça. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il risque à un moment donné, on risque de rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'épuisement, où le corps n'est plus capable de continuer à s'adapter au stimulus de stress. Je vous ai dit que le stress, c'était un phénomène d'adaptation. Quand on rentre en stade d'épuisement, c'est qu'on a dépassé nos capacités d'adaptation. Et là, on va avoir plusieurs symptômes qui peuvent se mettre en route. C'est ce qu'on appelle de la somatisation. Ça va être effectivement, je vous en ai parlé, ça peut être des problèmes de peau, ça peut être aussi de l'infarctus, malheureusement, des problèmes d'infarctus, des risques d'infarctus, ça peut être du diabète aussi, du cholestérol, ça peut être des ulcères, ça peut être plein de choses comme ça, du vieillissement cellulaire. Mais malheureusement, il n'y a absolument aucune réponse à apporter à ça, parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans cette phase-là très vite, malheureusement, et puis d'autres où ça va prendre des années. Et par phénomène sous-jacent, comme ça, d'accumulation de facteurs de stress, ou ça peut être aussi un deuil qui n'a pas été fait, et ben, sans crier gare,
ou simplement parce qu'il va y avoir une réminiscence, peut-être, je sais pas, quelque chose auquel on est confronté et puis qui nous fait dire ah tiens c'est toujours là, et puis on va plonger comme ça. Donc l'idée en fait, bah c'est pas attendre que ça arrive. L'idée c'est vraiment de se gérer tous les jours, même si on n'a pas conscience de nos stress. Nos stress sont là, nos problèmes sont là. Donc l'idée c'est vraiment de prendre soin de nous tous les jours. La gestion du stress, il faut pas penser qu'à la résilience. La résilience, c'est la façon dont on va rebondir après un stress. Il faut penser aussi aux facteurs. Alors désolé pour les termes barbares, mais il faut penser aussi aux facteurs prophylactiques. La prophylaxie, c'est anticiper des problèmes de santé. Donc ça veut dire que là, l'objectif, c'est vraiment tous les jours de prendre soin de nous, mine de rien, et sur des exercices tout simples. Tout le monde a 5 minutes par jour pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'anticiper ces phénomènes de stress-là et de retarder au maximum, voire de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stress chronique dont vous parlez tout à l'heure. Voilà. Ok, super. On a une question. Alors, il y a plein de questions. On va essayer voilà, de les traiter petit à petit. Estelle nous demande, avant une prise de parole, qui est Oui. qui peut être très, très stressant Ouais. pour pas mal d'individus, est-ce que tu conseilles un ou deux exercices qu'on peut pratiquer en quelques minutes? C'est évident, c'est très simple. Voyez-vous en train de prendre de votre prise de parole, mais du coup, voyez-la comment elle se passe dans votre idéal. Attention, dans votre idéal, mais sur quelque chose que vous êtes capable de mettre en place, parce que c'est, faut pas commencer à se surestimer non plus. Voyez comment est-ce que vous êtes capable de faire. À la limite, vous le notez sur une feuille, ça. Pour que ma prise de parole se déroule bien, de quoi est-ce que je suis capable? Et je vous ai dit tout à l'heure là, on parle de 3 plans. Ça va être sur le plan comportemental. Je vais lister sur ma feuille pour que ma prise de parole se passe bien. Il faut que je parle comme ça, je parle comme ça, je parle comme ça. Ça peut être sur mes gestes aussi. Hein. Une prise de parole, c'est pas seulement qu'avec du verbal. Vous savez aussi que c'est avec du non-verbal. Donc, en termes de posture, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte de pouvoir captiver mon audience? Quel doit être mon débit de parole? Quand est-ce que, alors ça c'est sur le plan comportemental, mais ça peut être aussi comment est-ce que je porte mon attention visuelle ou est-ce que je balaye mon regard. Ça peut être aussi sur un plan cognitif. Je vais prendre sur ma feuille, je vais noter sur ma feuille pour que ma prise de parole se passe bien. Il faut que mes pensées soient organisées. Je dois penser à dire ça en premier, ça en deuxième, soit ça en troisième. Et ensuite, ça va être sur un plan émotionnel. Pour que ma prise de parole se passe bien, eh ben, il faut que je sois fier de moi. Il faut que je prenne du plaisir. Il faut que j'ai du courage. Il faut que j'ai envie de transmettre quelque chose. Bref, il faut le lister ça. Une fois que c'est listé, lisez votre feuille plusieurs fois, peaufinez-la, vous allez voir que vous allez avoir oublié des choses peut-être, mettez un titre à votre feuille, ça peut être prise de parole dans l'idéal, ça peut être je suis fier de moi, peu importe, mettez un titre à cette feuille-là, peaufinez-la, en fait vous vous êtes rédigé votre mode d'emploi et l'idée ensuite c'est en la lisant, c'est de vous observer comme si finalement vous lisiez ce mode d'emploi à quelqu'un d'autre d'une certaine manière, et pendant que vous lisez le mode d'emploi, vous voyez la personne qui agit comme vous êtes en train de lui dire. Sauf que ce double-là, cette personne-là, c'est vous. Une fois que vous avez vu ça, fermez les yeux et vivez-le plusieurs fois. Et on va se répéter ce scénario-là. À force d'entraînement, tout ça, ça peut prendre 1 minute. C'est-à-dire que juste avant ma prise de parole, en quelques secondes, je vais m'approprier très rapidement mon mode d'emploi que je me serais préparé. Et du coup, c'est comme ça qu'on va se construire petit à petit sa gestion émotionnelle de prise de parole, parce que l'idée, c'est surtout de se dire que si pour que la prise de parole se passe bien, j'en suis responsable. Hein. C'est pas grâce à l'opération du Saint-Esprit. Donc, vous vous rédigez votre mode d'emploi. Voilà, ça c'est une technique possible. Et évidemment, le plus simple, ça restera quand même avant la prise de parole, de discerner quels sont mes états physiques. Par exemple, j'ai une boule au ventre. Par exemple, j'ai de la tension dans la mâchoire et mettre en place les exercices de respiration et de relaxation idoines, adéquates, pour pouvoir gérer ces réactions-là. Alors, on a Mathilde qui nous demande comment justement pratiquer le genre d'exercice que tu nous as fait pratiquer dans un Ouais, environnement qui n'est pas très confortable. Par exemple, dans un quotidien, dans une grande ville ou bien en ce sûr. moment avec des enfants en télétravail. Ouais, c'est une super question et je peux y répondre assez facilement. Je vous ai dit que j'étais militaire. Je vous laisse imaginer que les militaires, ils attendent pas d'être couchés sur un matelas de 20 cm d'épaisseur pour pouvoir pratiquer ça. L'idée, c'est qu'ils soient capables de le pratiquer, y compris quand ils sont en patrouille, dans des fois, malheureusement, dans des villages africains où on ne sait pas qui y a derrière les volets. Donc, heureusement que c'est possible de pratiquer n'importe quand et n'importe où. Mais pour ça, il n'y a pas de magie. L'idée, c'est d'être autonome.
et surtout de s'entraîner. C'est comme toute discipline sportive. Plus vous entraînerez, plus vous serez sur une voie d'automatisation. Et ben là, c'est exactement pareil. Plus on s'entraîne à pratiquer ces outils-là, plus on sera sur un processus automatique et moins on s'aperçoit que finalement, on n'a plus du tout besoin du confort externe. On peut le pratiquer n'importe quand. Je vais vous donner une petite anecdote. Par exemple, j'ai fait une mission en Méditerranée où moi, mon but, c'était d'accueillir, j'allais dire de recueillir. C'était presque ça, mais c'était d'accueillir les militaires qui venaient de rentrer d'Afrique pendant plusieurs mois et de leur offrir une espèce de sas de décompression comme ça. Donc c'était à Chypre et en fait je me souviens de deux mécaniciens de l'armée de l'air qui étaient venus me voir, mais ils avaient une tronche pas possible, et pourtant ils allaient pas au combat, hein. Ils étaient mécaniciens avion. Le problème c'est que eux, si vous voulez, leur petite guérite où ils dormaient était en bout de piste d'une base OTAN, avec un décollage jour et nuit toutes les 2 minutes d'hélicoptères, d'avions de chasse, etc. Autrement dit, jour et nuit pendant 4 mois, impossible de dormir. Ben, s'ils avaient eu un enseignement de techniques qui nous permettent de rapidement se mettre dans notre bulle, peut-être qu'ils auraient eu la capacité de mettre en place et surtout de le peaufiner, parce que ça doit être très très individuel, très individualisé, de se couper un peu des paramètres extérieurs pour essayer de faciliter la venue du sommeil. Donc vous voyez, c'est pas du tout obligé de pratiquer dans des contextes de calme et de confort comme on peut imaginer quand on est allongé sur un divan chez un psy. Non, là on est vraiment dans un objectif opérationnel. J'utilise un terme militaire exprès. C'est que là, on est en gestion de crise. Là, en ce moment, je vous laisse imaginer que on ne peut pas attendre que tout aille bien pour pratiquer. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à des contextes qui, des fois, sont difficiles et compliqués. Donc, ça passe par l'entraînement. Voilà. Super. Alors, on a une question de Céline qui nous demande en fait si, il n'est pas primordial d'essayer de se protéger, de protéger nos collaborateurs des interruptions continuelles au cours de la journée, donc les téléphones, le chat, les emails. Alors ça, moi, je me permets de répondre parce qu'en plus, la gestion du temps, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Goldmap. On a fait un webinaire sur la gestion du temps et la productivité. Effectivement, le multitasking nuit clairement et les notifications permanentes nuisent clairement à la productivité. Peut-être le lien du webinaire en mail un peu plus tard. Et Céline nous demandait en fait ce que c'était les tops. Est-ce que tu peux nous réexpliquer Oui, bien sûr. Alors, je vous ai dit, je vous refais l'historique en 1 minute. Hein. Dans les années 90, on demande au médecin-chef Edith Perrault-Pierre, donc c'est une médecin des armées, de créer, parce qu'elle faisait de la sophro, de la méditation, de l'hypnose, faisait plein de choses. On lui a demandé de créer pour les militaires une méthode de gestion du stress rapide pour que les militaires puissent gérer donc leurs émotions au combat. Donc, elle a développé ça. C'est une boîte à outils finalement qui rassemble un condensé de tout ce qui peut exister un peu en PNL, en sophro, etc. Mais avec un langage très pragmatique, très précis, très codifié, de façon à ce que ce soit facilement transmissible. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je ne rende pas les gens autonomes dans leur pratique au bout de 1 mois d'entraînement et de séance. L'idée que ce soit vraiment très, très simple. Donc, les tops, c'est ça. C'est une boîte à outils condensée, avec un condensé dedans de techniques d'imagerie mentale, de respiration, de relaxation. On a fait les 3 tout à l'heure. Hein. Quand je vous ai demandé la visualisation du trajet de l'air, on était bien sur quelque chose de relaxant en passant par la respiration avec du jeu d'imagerie mentale. Donc, c'est une technique qu'on utilise dans la boîte à outils top, qui permettent donc de gérer nos états de stress, nos états d'anxiété, nos états émotionnels, notre fatigue, puisque ça permet d'induire aussi un état ça permet d'induire le sommeil, ça permet aussi de donner de la motivation, de la dynamisation, de gérer la communication dans les équipes. On s'en sert finalement dans les armées, dans tous les contextes, que ce soit managériaux ou de communication ou opérationnels, et maintenant qui sont très très démocratisés, je vous l'ai dit, dans les entreprises, un petit peu tous les milieux où il y a du facteur humain en jeu finalement. Donc là où il y a un objectif de performance. L'idée, c'est de mettre l'humain au centre des enjeux et de leur offrir des outils très simples pour qu'ils soient autonomes très rapidement dans leur pratique. Ok, alors dernière question, Amal qui demande quel type d'accompagnement tu recommandes pour s'essayer en fait à la dynamisation cognitive. Est-ce que c'est du coaching individuel? Est-ce que c'est de la formation en petits groupes? C'est quoi l'idée?
Les deux vont fonctionner, hein. Moi, j'ai aussi bien, alors évidemment que j'ai du coaching individuel, j'ai aussi des formations, par exemple en entreprise, sur plusieurs personnes. Faut imaginer, enfin, vous voyez par exemple le 15 de France avant de rentrer sur le terrain, ils se rentrent tous dedans. Mais ça, c'est un rituel, un rituel de dynamisation qu'on peut donc. Alors évidemment, il y a des techniques pour ça. Il suffit pas de se mettre des grands coups de poing dans la tronche avant d'aller travailler, mais il faut adapter ça. Mais parce qu'il y a des techniques très précises et assez codifiées pour ça. Mais l'idée, c'est de se dire comment est-ce que dans une équipe, je peux susciter de la motivation et de la dynamisation dans un collectif avant, par exemple, avant une réunion où il y a besoin de recueillir de l'information, mais sauf qu'il y a des gens qui sont pas trop dedans. Ça peut être dans plein de choses comme ça. Donc aussi bien en individuel qu'en collectif, très honnêtement, ça fonctionne. Il y a aucun problème. C'est encore mieux si on a un objectif commun, si on est en collectif. C'est encore mieux, c'est évident. Alors, je pense qu'on est bon là pour les questions-réponses. On a un petit peu dépassé, mais le sujet est tellement passionnant et voilà, c'est super intéressant de t'écouter à chaque fois. Donc, je pense que on pourrait t'écouter comme ça pendant une journée complète. Là, c'était vraiment une mise en bouche sur ces techniques de gestion du stress et d'optimisation du potentiel. Un début de sensibilisation, mais effectivement, il y a plein de formations qui peuvent être animées pendant plusieurs journées. Donc voilà, je voulais te remercier, Sébastien, d'avoir accepté d'animer ce webinaire qui est ouvert à tous, je le rappelle. On a un peu été victime de notre succès parce qu'on a eu plus de 100 personnes en live en même temps et en fait, notre abonnement sur Click Meeting est limité à 100 personnes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous avez des collègues qui n'ont pas pu se connecter, on va leur envoyer l'enregistrement. Et avec cet enregistrement, on va vous envoyer tous les livres et techniques dont vous a parlé Sébastien. Donc, le livre d'Henri Laborie, la technique de cohérence cardiaque. Il y avait le livre de Daniel Goleman aussi sur l'intelligence. Ouais. Le but, c'est que vous ayez un peu une boîte à outils pratique avec plein de recommandations, de ressources utiles. En ce moment, on a le temps. Donc, alors, je me permets, Arthur, je te l'ai donné tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à aller voir mon profil Facebook. Depuis le début du confinement, j'ai mis pas mal de techniques en fait qui sont assez simples à mettre en place. La dernière, d'ailleurs, je l'ai mise en vidéo avec un enfant sur de la gestion du stress notamment et la gestion du contexte actuel. Donc, c'est sur mon profil Facebook là. Et je crois que j'en suis à 20 séances là. Donc, il y a plein de petites techniques qui peuvent durer des fois quelques secondes à plusieurs à 10-20 minutes. Donc, allez voir ça et piochez-y ce que vous voulez. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ouais, ben carrément, je mettrai tout ça. Donc, ça sera un long email, mais ça vaut le coup. Et puis, en ce moment, on a le temps, donc profitons-en. Voilà, ben merci à tous. Bon appétit, passez un bon après-midi, un bon week-end. Encore merci Sébastien. Et puis, prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir.